Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal télévisé dont voici le sommaire. Le chef de la diplomatie mauritanienne, Mohamed Salim Ould Merzoug, recevait ce samedi 8 mars 2025 les ambassadeurs de la Côte d'Ivoire, du Mali, de la Gambie et les chargés d'affaires de l'ambassade du Sénégal. Dans un contexte de forte baisse du financement humanitaire mondial, la Mauritanie a été retenue parmi les bénéficiaires de l'aide de l'ONU destinée au financement des crises humanitaires dites négligées. Le 19 février 2025, la société BP, opératrice du champ gazier Grand Tortue Ahmeyim, a signalé aux autorités mauritaniennes et sénégalaises une fuite de gaz au puits A02 situé à 120 km au large des côtes et qui n'était pas encore entré en exploitation. Bonsoir et merci de nous avoir choisis pour suivre les informations de ce 8e jour du mois béni de Ramadan. Le chef de la diplomatie mauritanienne, Mohamed Salim Ould Merzoug, recevait ce samedi 8 mars 2025 les ambassadeurs de la Côte d'Ivoire, du Mali, de la Gambie et le chargé d'affaires de l'ambassade du Sénégal. Pour rappel, ces derniers jours, Nouakchott a renvoyé de son territoire des centaines de migrants en situation irrégulière. Ces migrants viennent pour la majorité du Mali, de la Côte d'Ivoire, de la Gambie, du Sénégal ou encore de la Guinée-Conakry. La Mauritanie est un pays de transit majeur pour les migrants originaires d'Afrique de l'Ouest qui souhaitent se rendre en Europe via la route des Canaries. Selon les autorités espagnoles, 83% des migrants qui débarquent dans l'archipel transitent par la Mauritanie, d'après le porte-parole du gouvernement mauritanien, Hussein Ould Medou, qui s'exprimait jeudi 6 mars sur les expulsions des migrants en situation irrégulière. La Mauritanie demeure un pays d'ouverture qui accueille près de 500 000 migrants. Toute personne souhaitant séjourner en Mauritanie est la plus bienvenue. Elle doit cependant se conformer aux textes et règlements dont l'entrée sur le territoire par voie régulière avait été déclarée lors d'un point de presse du gouvernement. Les organisations mauritaniennes de défense des droits de l'homme ont cependant dénoncé les conditions d'expulsion des migrants en situation irrégulière. De leur côté, les autorités mauritaniennes ont notamment justifié ces expulsions pour des raisons sécuritaires. Justement, c'est par rapport à cette problématique migratoire que le général de brigade Ahmed Mahmoud Mohamed Abdullahi Taya, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, a effectué ce jeudi une visite de terrain au poste frontalier entre la Mauritanie et le Sénégal. Cette inspection s'inscrit dans le cadre du renforcement des dispositifs de sécurité et de coopération transfrontalière. Les officiels ont été briefés sur les efforts actuels, les moyens logistiques mobilisés et les défis persistants, notamment liés à la surveillance des flux et à la lutte contre les activités illicites. Le général Taya a insisté sur la nécessité de maintenir une vigilance accrue le long de cette frontière où transitent quotidiennement marchandises et voyageurs. Cette inspection intervient à un moment où la Mauritanie et le Sénégal renforcent leur collaboration pour sécuriser leurs frontières communes, notamment contre la contrebande et l'immigration irrégulière. En quittant les lieux, le général Taya a annoncé une série de mesures techniques et logistiques à venir pour moderniser les infrastructures de surveillance tout en garantissant le respect des procédures douanières et des droits des citoyens. Une manière de rappeler que sécurité et prospérité partagée restent indissociables sur cet axe frontalier stratégique. Le 19 février 2025, la société BP, opératrice du champ gazier Grand Tortue Ahmeyim, a signalé aux autorités mauritaniennes et sénégalaises une fuite de gaz au puits A02 situé à 120 km au large des côtes et qui n'était pas encore entré en exploitation. Les autorités mauritaniennes ont exigé de BP des mises à jour régulières sur l'évolution de la situation. Des échanges d'informations sont réalisés quotidiennement entre les équipes techniques des deux pays et l'opérateur. La surveillance de la zone est maintenue en permanence grâce à un dispositif combinant des survols d'hélicoptères, des observations par drone et satellite, ainsi que l'utilisation d'un véhicule sous-marin téléguidé. Toujours à ce sujet, le jeudi 6 mars, une équipe composée de techniciens mauritaniens et sénégalais accompagnés de représentants de BT a effectué un survol en hélicoptère de la zone concernée sans observer de résidus à la surface de la mer.
Par ailleurs, les marines nationales assurent une présence continue dans la zone. La compagnie BP a très peu communiqué, se limitant à une déclaration laconique qui fait état d'une situation sous contrôle. Cependant, les ONG mauritaniennes sont inquiètes des éventuelles conséquences environnementales et s'en justifient à la presse. Je pense qu'aujourd'hui, avec ce qu'on a vu au niveau de BP, avec ce qu'on a vu dans les déclarations qui se sont faites, qui sont, à ma foi, très restreintes jusqu'à présent, nous avons vu qu'il y a eu un incident. On nous a dit que l'incident est maîtrisé, mais que la fuite demeure, mais que son impact était minime. Donc, quand moi j'entends minime, pour moi, ça veut dire qu'il y a quand même un impact. Et nous, ce qu'on voudrait savoir aujourd'hui, c'est jusqu'où peut aller cet impact, où va nous mener cet impact. Et nous, on est concernés à plus d'un titre parce que, quelque part, nous, on travaille dans ces zones-là, on vit un peu de ces fonds marins et déjà, on cumule beaucoup de problèmes par rapport aux aléas climatiques et par rapport à beaucoup de choses. Si aujourd'hui, on devrait y ajouter des problèmes écologiques, franchement, je pense que l'heure pour nous est vraiment très grave. Quand j'entends parler d'une fuite de gaz, ma peur, elle est énorme parce que je ne sais pas ce qui va avec une fuite de gaz. Est-ce qu'il n'y a pas des huiles? Est-ce qu'il n'y a pas de trucs, de choses qui se déversent depuis bientôt 2 semaines à plus de 2800 mètres de profondeur dans la zone sud, l'un de nos réservoirs de poissons? Et franchement, l'inquiétude, franchement, elle monte de jour en jour pour nous. Dans un contexte de forte baisse du financement humanitaire mondial, la Mauritanie a été retenue parmi les bénéficiaires de l'aide de l'ONU destinée au financement des crises humanitaires dites négligées. C'est le Fonds central d'intervention d'urgence des Nations Unies qui a annoncé ce jeudi un financement de 110 millions de dollars pour les crises humanitaires négligées à travers le monde. Tom Fletcher, responsable des aides à l'ONU, a déclaré que plus de 300 millions de personnes ont besoin d'une aide urgente. La baisse du financement de l'aide humanitaire est drastique. Celle-ci atteindra cette année son niveau le plus bas jamais enregistré. Fletcher a ajouté que les réductions importantes du financement ne signifient pas la disparition des besoins humanitaires. À cet effet, un tiers des fonds du Fonds central d'intervention d'urgence des Nations Unies sera alloué au Soudan et à son voisin du Nord, le Tchad, qui abrite de nombreux déplacés soudanais. Les fonds renforceront également la réponse aux crises en Afghanistan, en République centrafricaine, au Honduras, en Mauritanie, au Niger, en Somalie, au Venezuela et en Zambie, selon la même source. Le dernier Conseil des ministres a aussi examiné et approuvé au cours de sa réunion de jeudi 6 mars courant un projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt doté d'un financement de 954 300 000 émeries, soit près de 10 milliards de guinées anciennes. Le programme sera réalisé au profit de 434 618 bénéficiaires, dont 100 440 directs et 334 578 indirects, signé le 28 janvier 2025 entre la République islamique de Mauritanie et le Fonds africain de développement, le FAD. Le programme est destiné au financement du programme de développement inclusif des filières d'élevage de la zone Aoukar. Le dit programme vise dans sa phase 1 à valoriser les ressources agropastorales dans la partie nord-est de la région du Hod Charri afin d'une part de renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la contribution du secteur de l'élevage au développement économique et social du pays et d'autre part de rendre les moyens de substance dépendants de l'élevage résilients au changement climatique. Une véritable renaissance ne peut se réaliser qu'en changeant les mentalités et en libérant l'esprit des entraves du passé, a déclaré Mme Safiya Mtentaha, ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille. D'après la ministre, son département s'est attaché à mettre en œuvre des programmes de sensibilisation qui corrigent les stéréotypes et ouvrent l'horizon aux femmes pour qu'elles puissent avancer sans obstacles ni restrictions. Mme Safiya Mtentaha a aussi ajouté que le lancement d'une chaîne de télévision
consacré à la femme et à la famille est un message clair que la voix de la femme doit être entendue et que ces questions doivent être au premier plan. Ces propos ont été tenus dans un discours prononcé par la ministre vendredi soir à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale de la femme qui coïncide avec le 8 mars de chaque année, sur laquelle nous reviendrons largement dans notre prochaine édition. Le juge désigné pour superviser la liquidation des biens de Cheikh Ali El-Rida, Abu Mohamed Naji El-Saïd, ainsi que son bureau commercial a émis un ordre de distribution d'un montant de 152 millions émirés aux créanciers dont les créances ont été acceptées, et ce sur la base de la demande présentée par les liquidateurs. Cette décision fait suite à la collecte de fonds provenant des revenus d'une prime de signature du contrat d'exploitation partielle d'une mine de phosphate entre la société mauritano-saoudienne de phosphate et la société indienne Atlantique Mineral. Le montant total de la collecte s'élève à 160,7 millions de dollars de émery, et chaque créancier recevra un pourcentage de 3,664% de son total de créances acceptées, conformément à la règle comptable adoptée dans le cadre de la liquidation. Les frais juridiques et administratifs seront également déduits avant la distribution des fonds. Place à présent à notre licarne spirituelle dénommée Académie du Ramadan, initiée et animée par le Cheikh Tariq Ramadan, à qui nous accordons une page journalièrement durant ce mois béni. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Je vous propose tout de suite le 8e chapitre de votre Académie du Ramadan avec le sermon du Cheikh Tariq Ramadan qui s'articule autour de l'horreur en Palestine. Bismillahirrahmanirrahim, que la paix soit sur vous. Quand nous entrons dans le mois du Ramadan, il y a une expérience tout à fait particulière. La pratique du jeûne, ne pas boire, ne pas manger, c'est aussi tenir sa langue et faire en sorte, imsik alayka lisanak, tiens ta langue, et puis aussi être dans le rappel permanent pour faire en sorte que sa journée comme ses nuits soient liées à l'expérience spirituelle. La yazalu lisanuka rabban bi dhikrillah, que ta langue ne soit humidifiée en permanence par le souvenir de Dieu. Et pendant ce mois, c'est ce qui nous est demandé. Et il nous est demandé aussi de maîtriser nos colères et puis d'avoir une parole de vérité. Encore plus que toute la vie, bien sûr, que nous sommes amenés dans notre vie parfois à être approximatifs avec la vérité. Mais pendant le mois du Ramadan, c'est autant la purification du corps que la véracité de la langue qu'il faut atteindre ou chercher à atteindre. Et quand nous sommes dans ce que nous voyons aujourd'hui du monde, eh bien, le mensonge est plutôt la règle que l'exception. Les mensonges sur les réseaux sociaux, ce qu'on appelle les fake news, des présidents qui peuvent en campagne articuler plus de 3000 mensonges et que ceci est comptabilisé par des médias. Et puis quand on voit la guerre, l'une des stratégies des puissants, l'une des stratégies médiatiques des puissants, c'est le mensonge, c'est d'inverser la vérité. On massacre et on dit qu'on se défend, on tue et on dit qu'on libère, on terrorise et on dit qu'on tue des terroristes. Tout ce discours-là, on le connaît. On connaît le mensonge de la propagande de guerre, de la propagande des puissants pour justifier ce qu'ils font. Ils changent les noms en fonction de leurs intérêts, ils changent les vérités en fonction de leurs intentions de domination. Tout ceci, on le connaît. Et de ce point de vue, encore une fois, on peut avoir l'impression que dire la vérité n'est jamais à notre avantage, que finalement, vaut mieux mentir et s'en sortir que dire la vérité et se perdre. Pourtant, c'est le contraire. Mentir, c'est se perdre, dire la vérité, c'est se respecter. Et par rapport aux faits, par rapport à la situation, encore une fois, dans tous ces conflits, dans toutes ces populations, ne jamais être sélectif. Pouvoir dire la vérité à ceux qui oppriment et pouvoir dire la vérité à ceux qui sont opprimés, à ceux qui sont sous
une situation d'exploitation. Ils ne sont pas forcément bons parce qu'ils sont victimes, ils ne sont pas forcément mauvais parce qu'ils font partie de ceux qui ont le pouvoir. Cette réalité de la confiance dans la vérité fait que nous devons, avec spiritualité, avec intelligence, savoir faire la part des choses, savoir être du côté encore une fois de la vérité de ceux qui ne sont pas sélectifs, de ceux qui prennent le parti de ce qui est juste, de ce qui est honnête, de ce qui est droit. Alors parfois, il faut se retourner contre les siens et dire « ce que vous faites n'est ni juste, et ce qui est dit là est un mensonge », et se tourner en face des puissants et savoir dire à des moments donnés « ce que vous dites est mensonge », et même parfois ce que vous dites est vérité. Cette attitude critique, elle est celle de la conscience qu'il nous faut. Et le mois du Ramadan, il est un supplément de conscience pour chercher partout la vérité, la dire de sa bouche et l'écouter de ses oreilles, d'où qu'elle vienne, et en toutes circonstances, et d'où que cela soit dit, de personnes qui sont de notre religion ou de personnes qui ont une autre religion. C'est notre dignité, c'est ce dont le monde a besoin aujourd'hui, au-delà de la propagande et la rumeur, une conscience de vérité, une parole de vérité et une écoute qui ne donne de droit qu'à la vérité. N'oubliez jamais de dire à ceux que vous les aimez, la vie est fragile. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Cette licorne spirituelle constitue la dernière page de ce journal, mais avant de nous séparer, voici le rappel des sommaires qui l'a composé. Le chef de la diplomatie mauritanienne, Mohamed Salim Ould recevait ce samedi 8 mars 2025 les ambassadeurs de la Côte d'Ivoire, du Mali, de la Gambie et les chargés d'affaires de l'ambassade du Sénégal. Dans un contexte de forte baisse du financement humanitaire mondial, la Mauritanie a été retenue parmi les bénéficiaires de l'aide de l'ONU destinée au financement des crises humanitaires dites négligées. Le 19 février 2025, la société BP opératrice du champ gazier Grand Tortue Ahmeyim a signalé aux autorités mauritaniennes et sénégalaises une fuite de gaz au puits A02 situé à 120 km au large des côtes et qui n'était pas encore entrée en exploitation. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette édition. Vous pouvez la revoir au cours de sa rediffusion à 4h30 ce matin ou la consulter sur notre page électronique dont le contact s'affiche au bas de l'écran. Bonne fin de soirée.